personne, dans cette salle d'audience humide et ensoleillée, n'aurait pu imaginer que les bancs de bois usés seraient témoins d'une scène tout droit sortie de l'histoire. Lorsqu'Elia Rowe, 53 ans, franchit la double porte en traînant les pieds, vêtu de son uniforme de prisonnier bleu ciel, un murmure de spéculation sourde parcourut l'assistance. Son visage ridé, assombri par l'épuisement et marqué par des années de service, contrastait fortement avec l'autorité stérile du tribunal. Le juge sévère, l'accusation méticuleusement préparée, et même les officiers en uniforme qui l'avaient escorté à l'intérieur aux personnes n'avaient la moindre idée de qui il était vraiment. Ils le supposaient comme un vétéran oublié, un fantôme des batailles passées, finalement rejeté par le système qui l'avait autrefois servi. Puis, l'impensable se produisit. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent à nouveau, et un général 4 étoiles décoré entra. Sa posture était rigide, ses médailles scintillant telles des étoiles lointaines dans la lumière crue du tribunal. Le regret et la détermination brûlaient dans ses yeux tandis qu'il s'approchait du tribunal. La voix du général brisa le silence, ferme et impérieuse, mais teintée de remords. Ce qu'il révéla brisa toute complaisance, un chapitre longtemps enfoui de l'histoire militaire américaine volontairement effacé par des personnalités influentes désormais révélées au grand jour. Le procès transcenda instantanément une simple arrestation, il devint un jugement national. Avant d'approfondir les révélations de cette journée fatidique, l'émission s'est interrompue pour un instant de connexion familière. Juste avant de reprendre, a déclaré le narrateur, les yeux rivés sur la caméra, « J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous de vous abonner, car l'épisode spécial de demain est à ne surtout pas manquer. » Ce fut un rappel brutal que ce drame hors du commun avait déjà conquis d'innombrables cœurs et esprits à travers le pays. De retour dans un garage baigné de soleil une heure plus tôt, Elia a connu des habitants sous le simple nom d'Eli s'essuyer le front en sueur en se penchant vers le compartiment moteur du pick-up Chevrolet délabré de Martha Wilson. Chaque tour de clé était précis, comme s'il orchestrait une symphonie de pistons et d'engrenages. Martha, une veuve endeuillée vivant d'un revenu fixe, se tenait à proximité avec un plateau sur lequel se trouvaient 2 verres de limonade, la condensation dégoulinant sur le sol en béton fissuré. « Monsieur Rowe, je vous ai apporté de la limonade », appela-t-elle doucement. Il se redressa, acceptant l'offre d'un hochement de tête et d'un murmure, « Merci, madame », ses yeux sombres croisant brièvement les siens avant de retourner à son travail. Le souvenir du sourire de son défunt mari avait dû lui réchauffer le cœur où elle disait toujours qu'Ellie était la bénédiction dont toute la ville avait besoin. Alors qu'il fermait le capot avec un bruit sourd et satisfaisant, un groupe d'enfants sur des vélos cabossés passa, leur rire résonnant sur les murs de briques rouges. Il criait son surnom d'enfance, Fantôme. Preuve de son aisance, se faufilant à travers la ville sans bruit, surgissant pour aider au moment le plus inattendu. Ellie leur adressa un bref signe de tête, ses larges épaules se détendant tandis qu'il prenait sa boîte à outils sur son épaule et descendait main street en direction du Miller S dîner. À l'intérieur, le tintement familier de la cloche fit à peine tourner les têtes. La plupart des habitués le remarquèrent à peine lorsqu'il s'installa dans son box habituel près de la fenêtre, commanda un café noir et le pain de viande spéciale, et sombra dans un silence contemplatif. Cette paix vola en éclats 20 minutes plus tard lorsque la porte claqua et qu'un ivrogne puant, les yeux injectés de sang et la chemise de travers, se précipita en avant, bousculant un vieux vétéran vêtu d'un treillis usé. « Dégage, espèce de clochard. Personne ne veut de tes semblables qui mendient ici, gronda-t-il. La fourchette d'Ellie flottait dans les airs tandis que le restaurant sombrait dans un silence gêné. Lorsque l'ivrogne bouscula à nouveau le vétéran, Ellie se leva de son siège telle une sentinelle silencieuse. Sans un mot, il tendit son propre sandwich à l'homme tremblant. L'ivrogne le frappa de plein fouet, mais Ellie tint bon, tel un bouclier humain protégeant la dignité du vétéran, tandis que les clients observaient discrètement le déroulement de la scène. Bientôt, un simple coup de doigt de l'agresseur provoqua un ordre discret d'Ellie, « Tu devrais rentrer. » Dors. L'appel au combat de l'ivrogne fut interrompu par l'arrivée de l'agent Trevor Banks, jeune, renfrogné, impatient de faire ses preuves, surtout face aux habitants noirs de la ville. Ce qui avait commencé comme un simple acte de compassion s'est rapidement transformé en une confrontation tendue. Identifiant, aboya Banks, la main posée sur son holster. Ellie obéit avec un calme délibéré, chaque geste témoignant de sa retenue. Lorsque l'officier sortit son arme et plaqua Ellie au sol, plusieurs témoins étaient déjà en train de filmer la scène en direct sur leur téléphone. Même un ancien combattant du Vietnam au guichet le reconnut et murmura « Je connais cet homme », mais Banks n'y prêta aucune attention, répétant les ordres de Miranda et conduisant Ellie à la voiture de patrouille. Au poste,
les humiliations habituelles d'une garde à vue semblaient interminables, prise d'empreintes digitales, photos d'identité judiciaire, acte d'accusation l'accusant de résistance à l'arrestation et de troubles à l'ordre public. Pourtant, le silence d'Ely déstabilisait tous les adjoints présents. Puis, tandis que ces empreintes étaient scannées, une alerte rouge vive provenant d'une base de données du ministère de la Défense s'afficha sur l'écran, exigeant une vérification fédérale et un interrogatoire immédiat. Le shérif Dean Patterson la balaya d'un grognement moqueur, un problème technique de plus, les systèmes ont été perturbés toute la semaine, et enferma Ely en cellule. Pendant ce temps, l'inspecteur James J. Deidre aperçut le rapport d'arrestation sur son bureau et marqua une pause. Eliaro. Le nom déclencha un dossier lourdement censuré, estampillé du département de la Défense. Les doigts de Dre tambourinèrent sur le bureau tandis qu'il composait d'anciens numéros, son inquiétude grandissant à chaque échange étouffé. De l'autre côté de la frontière, à Atlanta, Maya Rose, la fille éloignée de celui qu'ils appelaient le fantôme, reçut un texto glaçant « Ils ont arrêté le fantôme ». Son verre de vin se brisa sur le parquet tandis qu'elle murmurait dans la pièce vide « Papa, qu'as-tu fait ?» Tard ce soir-là, Ely était assis, immobile, sur l'étroite couchette. Les autres détenus lui accordaient instinctivement de l'espace, comme si une force latente subsistait dans son immobilité. Il ne mangeait ni ne dormait, ses yeux traçant des motifs invisibles au plafond. Au bureau du procureur, Leia Tran visionna les images de la caméra piéton et remarqua le calme absolu dans la voix d'Ely, « Tu ne veux pas faire ça. » Un comportement loin d'être menaçant. Pressée de traiter cette affaire comme une banale résistance à l'arrestation, elle signala discrètement le dossier pour un examen plus approfondi. Aucun d'entre eux ne réalisait la véritable portée de cette alerte rouge, les empreintes d'Eliaro avaient déclenché bien plus qu'une simple enquête locale. Elles avaient révélé un secret qu'un puissant homme avait désespérément tenté d'enterrer. De Washington DC aux comtés endormis du Sud, un courant d'alarme invisible parcourut les agences gouvernementales et les services de police. Dans l'immense salle de briefing du Pentagone, le général Douglas Whitmore découpait une silhouette imposante sur fond d'écran lumineux. Sa voix était posée, chaque syllabe était pesée par des décennies passées à naviguer dans le creuset de la guerre. À 67 ans, l'expérience traçait chaque contour de son visage, et les quelques mèches argentées de ses cheveux témoignaient de batailles tant militaires que politiques. Lorsque son assistant lui glissa la tablette sécurisée, le masque serein de Whitmore se lécha légèrement, même lui ne put feindre l'indifférence lorsque les mots « priorité alpha » apparurent à l'écran. D'un seul ordre, d'une voix grave, faites sortir la salle. Tout le monde dehors, sauf le colonel Freeman, il déclencha une chaîne d'événements qui allait briser la paix fragile de la ville. Dans une chambre forte verrouillée, au cœur du Pentagone, le ton se fit plus pressant encore. Des officiers du renseignement militaire se chamaillaient avec les conseillers juridiques du département de la Défense au sujet du sort de leur ressource la plus sensible, un homme connu seulement dans la légende sous le nom de Black Echo. Nous disposons de preuves biométriques irréfutables, déclara un capitaine de la Navy. L'extraction doit être immédiate. Un analyste civil rétorqua d'une voix saccadée, si nous agissons maintenant, nous alertons toutes les agences de la planète, et nous risquons de cibler la mauvaise personne. Derrière eux, une troisième voix coupa la tension, la correspondance est de 99,8%. C'est lui. Le silence retomba. Puis un murmure doux et craintif, que Dieu nous vienne en aide, car Black Echo est sur le point de devenir très public. La salle recula à l'idée de ce que cette révélation allait déclencher, des décennies d'opérations secrètes, des missions classifiées effacées de la circulation, maintenant sous les projecteurs. À des milliers de kilomètres de là, dans un bureau de détective exigu du centre-ville, J. Deidre se débattait avec un dilemme tout aussi frustrant. Chaque vérification des antécédents d'Eliaro renvoyait des pages expurgées ou des demandes d'habilitation de sécurité plus élevées qu'il ne possédait pas désespérées. J.D. appela la seule personne en qui il avait confiance pour déchiffrer la bureaucratie militaire, son vieil ami Frank, du ministère des anciens combattants. Sur une ligne téléphonique grésillante, l'avertissement de Frank fut doux mais terriblement sérieux, s'il est bien celui que vous croyez, il vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Il vaut mieux laisser certains fantômes tranquilles. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de J.D. même après la coupure de la ligne, lui rappelant qu'avancer pouvait le mener droit à la ruine, voire pire. Pendant ce temps, à Atlanta, Maya Rose fouillait dans son passé. Du bourbon tourbillonnait dans son verre tandis qu'elle déposait devant elle de vieilles photos un film muet de moments qu'elle chérissait et redoutait à la fois. L'adolescente courait en tenue de soirée le jour de la remise des diplômes. Le soldat, le sac à dos plein à craquer, rentrant tard le soir, la mâchoire serrée, le bleu au cou inexpliqué.
Son fantôme, seul sous la pluie aux funérailles de sa mère, refusant de rejoindre le sanctuaire de la tante, les larmes indiscernables des gouttes de pluie. À chaque image, sa détermination se renforçait. Elle prépara un sac de voyage et réserva un vol de nuit pour la petite ville natale de son père, déterminée à extorquer la vérité à ceux qui tentaient de l'enterrer. Au bureau du procureur du comté, Leia Tran se heurta à un autre obstacle, un policier suffisamment sûr de lui pour retranscrire la réalité. L'agent Trevor Banks affirma que la menace était indéniable, mais la persistance de Tran et les images de sa caméra piéton racontèrent une toute autre histoire. La caméra a bugué, dit-il en haussant les épaules. Tran le fixa d'un regard glacial. Lorsqu'elle remarqua plus tard la litanie de plaintes contre lui, la bravade de Banks se brisa. C'était une petite victoire, mais chaque parcelle de doute qu'elle semait pourrait offrir à El Hierro quelques heures de sécurité supplémentaires. De retour à Washington, le général Whitmore passa un coup de fil qui portait le poids d'une promesse tacite. « Aaron, ne le touche pas », ordonna-t-il au colonel Klein, son ami de longue date devenu entrepreneur privé. Le rire de Klein fut la seule réponse dont il avait besoin, en dehors de la stricte chaîne de commandement, les anciennes loyautés prévalaient encore. « Vos ordres ne s'appliquent pas, » dit Klein, et la ligne fut coupée à un nouveau clou dans le cercueil du protocole. À l'intérieur de la prison du comté, El Hierro se déplaçait comme un homme à moitié invisible pour ceux qui l'entouraient. Du moins, jusqu'à ce que le sergent-chef Thomas Green, un ancien combattant dont le regard exprimait des secrets partagés, s'approche discrètement de lui. Le salut de Green n'était plus qu'une simple courtoisie, c'était la reconnaissance que deux vies, façonnées par les mêmes ombres de la guerre, se croisaient désormais dans ce dortoir faiblement éclairé. Quand l'orage éclate, garde la tête basse, conseilla Ellie, ces mots comme une bouée de sauvetage d'expérience codée. À l'aube, Maya avait pris d'assaut le bureau du shérif, ses accréditations de presse flamboyantes comme un défi. Lorsque l'adjoint lui a refusé l'accès, elle a répliqué par des menaces de poursuites judiciaires et des révélations à la une. « C'est mon père », a-t-elle déclaré, la vérité plus tranchante que n'importe quelle accusation. Dehors, un SUV noir était au ralenti de l'autre côté de la rue, deux hommes en costume témoignaient silencieusement de l'affrontement. Alors que Maya demandait précipitamment une autorisation au Pentagone, l'étau se resserrait de toutes parts. Quelques heures plus tard, J.D. Dri fit irruption dans le bureau du procureur Tran avec une nouvelle qui allait bouleverser toutes les théories qu'ils avaient défendues. « Le sniper fantôme », dit-il, et Tran comprit instantanément les implications, une légende enveloppée de complots gisait désormais dans leur prison. « On ferait mieux de se mettre à creuser, ou de fuir », avertit J.D. Cette nuit-là, quelque part dans la lueur clignotante des écrans de sécurité, un regard neuf observa la cellule d'El Hierro avec une précision clinique. Une fraction de seconde de parasite fut le seul indice que quelqu'un avait pénétré dans le système, quelqu'un déterminé à surveiller chaque respiration, chaque pas de botte en béton, jusqu'à ce que Black Echo disparaisse à nouveau ou explose à la lumière du jour. Les pièces du puzzle étaient en mouvement. L'échiquier était en place. Et une tempête se préparait, qui allait bientôt s'abattre sur la paisible ville, emportant les fondations de secrets bâtis sur des décennies de silence. El Hierro, le fantôme, était assis, immobile, sur sa couchette, les yeux ouverts dans l'obscurité, attendant. Toujours en attente. La chaleur de l'Alabama pesait lourdement sur Maillard tandis qu'elle se garait devant le bar de Pete, au bord de la route. Une enseigne de bière au néon scintillait à la fenêtre, luttant contre le soleil de midi. C'était sa troisième étape d'un voyage qui l'avait mené à travers 3 États en 2 jours. À l'intérieur, le bar était presque vide, quelques clients dispersés sirotaient un verre dans des recoins sombres, tandis que les ventilateurs de plafond diffusaient un air vicié. Maya repéra immédiatement sa cible, un homme corpulent avec un tatouage des marines visible sous sa manche retroussée. « Mark Willis ?» demanda-t-elle en se glissant sur le tabouret à côté de lui. L'homme leva les yeux, méfiant. « Qui demande ça ?»« Maya Rowe » répondit-elle en observant attentivement sa réaction. « La fille d'El Hierro. » La bouteille de bière de Willis se figea à mi-chemin entre ses lèvres. « Ellie a une fille » murmura-t-il, la déception mêlée de surprise dans sa voix. « Ton père n'a jamais parlé de famille. » « Pas une seule fois en 4 ans. »« Ça lui ressemble » dit Maya avec amertume. « J'ai besoin d'être au courant pour l'opération Black Echo. » Le visage de Willis se vida de ses couleurs. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis se pencha. « Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si. » Maya sortit son téléphone et lui montra les gros titres concernant l'arrestation d'Ellie. « Mon père est en prison. J'ai besoin de savoir pourquoi une arrestation de routine met le Pentagone en déroute. »
Willis vida sa bière et fit signe d'en prendre une autre. Tu dois laisser tomber. Ça n'arrivera pas, répondit Maya. Tu ne comprends pas ce que tu essaies de faire, alors explique-moi. Le barman déposa une nouvelle bouteille devant Willis. Après son départ, Willis baissa la voix. Je ne peux pas te parler d'opérations qui n'existent pas officiellement. Officieusement, insista Maya. Un marine à la fille d'un marine. Willis l'observa, les yeux d'Ellie le fixant et finit par soupirer. Ton père m'a sauvé la vie. Sierra Leone, 2009. Opération Black Echo. Sa voix se réduisit à un murmure. On nous a envoyé éliminer un chef de guerre à l'aide d'armes biologiques. Mais quelqu'un de haut placé voulait ces armes, pas seulement le chef de guerre. Les choses ont mal tourné. Que s'est-il passé, demanda Maya. Ton père a fait un choix. Il a sauvé 47 civils, dont des enfants. Il a désobéi aux ordres directs. Les mains de Willis tremblaient. Je n'ai jamais rien vu de tel. Un homme errant en enfer comme un fantôme. Et ils l'ont puni pour ça. Pire encore, ils l'ont enterré. L'ont enterré. L'ont rendu invisible. De retour dans sa chambre de motel, Maya griffonnait frénétiquement dans son carnet. 4 marines avaient raconté des histoires similaires, chacun réticent au début, chacun finissant par craquer sous ses questions insistantes, et il dressait un portrait de son père qu'elle reconnaissait à peine, un homme d'une compétence extraordinaire et d'une compassion inattendue. De l'autre côté de la ville, la procureure Leia Tran, assise dans son bureau plongé dans la pénombre, examinait les images de caméras corporelles mystérieusement retrouvées. Les horodatages montraient des trous ou des sections manquantes qui auraient dû capturer des moments cruciaux de l'arrestation d'Ellie. Son téléphone sonna, affichant un indicatif régional gouvernemental. Lorsqu'elle répondit, une voix saccadée dit « Mademoiselle Tran, ici l'agent spécial Carter, département de la sécurité intérieure. Nous comprenons que vous examinez des preuves dans l'affaire Eliaro. » « Et comment le sauriez-vous » rétorqua Tran. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que poursuivre cette affaire pourrait compromettre la sécurité nationale. Me demandez-vous d'abandonner une enquête légitime? Je vous informe que poursuivre dans cette voie serait imprudent pour votre carrière, et potentiellement dangereux. » Tran marqua une pause. « Est-ce une menace, agent Carter? » « C'est la réalité, mademoiselle Tran. Certaines portes devraient rester fermées. » La ligne fut coupée. Dans un luxueux bureau surplombant le Ptaok, le colonel Aaron Klein informait une petite équipe de prestataires de services de renseignement privés. Un dossier numérique présentait la photo militaire d'Ellie, ainsi que des expertises psychiatriques. « Messieurs, notre priorité est le confinement, » expliqua Klein d'un ton posé. Notre vieil ami Eliro a refait surface à un moment très inopportun. Un analyste s'aventura, « Monsieur, ces rapports psychologiques sont exactement ce dont les médias ont besoin. » Klein conclut, un vétéran décoré souffrant de délire paranoïaque, de syndrome de stress post-traumatique et de tendances violentes. Devant l'hésitation de l'analyste, Klein afficha un sourire crispé, mais ce sont des mensonges. Ils sont nécessaires. Demain à la même heure, je veux que ces dossiers soient publiés dans tous les grands médias. Sa crédibilité doit être détruite avant qu'il ne parle. Pendant ce temps, l'inspecteur J.D. Dupri coinçait l'agent Trevor Banks sur le parking du commissariat. Banks l'évitait depuis des jours. « Il faut qu'on parle », dit Dupri en bloquant la voiture de patrouille. « Je n'ai rien à dire. »« C'est drôle, vous aviez beaucoup à dire dans votre rapport. » Banks se hérissa. « J'ai fait mon travail. »« Quelqu'un vous a-t-il dit de le cibler ? Votre caméra corporelle a mal fonctionné au moment où vous avez menotté un homme avec une habilitation de sécurité du Pentagone. » Le regard de Banks s'éclaira. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Dupri se pencha. « Soyons clairs, si vous ne dites pas la vérité, je vous enterrerai chaque plainte, chaque incident de profilage, chaque plainte pour usage excessif de la force. » Il recula. « Réfléchissez Banks. Peu importe ce qu'il vous paie, ça ne vaut pas votre carrière. Ou pire. » Banks ne dit rien, la sueur perlant sur ses tempes. Ce soir-là, Maya trouva une enveloppe non marquée glissée sous la porte de son motel. À l'intérieur, une clé USB et une note indiquant « Regardez seul ». La vidéo montrait un homme d'une 50aine d'années, hagard, William Foster, ancien analyste du renseignement, s'adressant directement à la caméra. « J'ai travaillé avec le colonel Klein et Eliro pendant l'opération Black Echo.
Ce que je vais dire risque de me coûter la vie, mais la vérité doit éclater. Foster détailla les tests d'armes biologiques sur des villages, les civils utilisés comme cobayes, les preuves détruites. Rowe refusa de participer, se déchaîna et sauva qui il put. Klein ne lui pardonna jamais d'avoir révélé le véritable but de l'opération. Si vous regardez ça, je suis probablement déjà mort. Il surveille tout. Klein a des relations partout. Dites à Rowe que je suis désolé d'être resté silencieux si longtemps. Maya fit une recherche en ligne, Foster était mort 3 jours après l'enregistrement à un accident de voiture sur une route déserte. Dans sa cellule, Ellie se réveilla en sursaut, la sueur trempant son uniforme. Le cauchemar se jouait dans ses yeux, un adolescent tenant un fusil, des villageois hurlant, le choix impossible. Pas encore, murmura-t-il en se pressant les yeux. Un garde qui passait s'arrêta, inquiet. La réputation d'Ellie s'était répandue, le prisonnier silencieux qui ne dormait jamais, ne se plaignait jamais, se déplaçait comme une ombre, attendant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À travers la ville, le premier article de Maya, qui est l'homme qu'on appelle le fantôme, est devenu viral. Il décrivait un tireur d'élite décoré des marines dont le casier judiciaire avait été effacé, et mettait l'accent sur les circonstances étranges de son arrestation. Le soir venu, des vétérans brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Libérer Ellie Rowe » et « Héros, pas criminel » manifestaient devant la prison. Maya obtint enfin une visite. 15 ans de silence s'écoulèrent entre eux, assis à la table du parloir. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « Tu as l'air en pleine forme » dit Ellie d'une voix rauque. « Tu as l'air affreux » rétorqua Maya, avant de s'adoucir avec un sourire narquois. « Pourquoi n'as-tu jamais appelé » demanda-t-elle. 15 ans, papa. Même pas une carte d'anniversaire. Le regard d'Ellie soutint le sien. C'était plus sûr comme ça, dit-il. Pour qui? Toi. Pour toi. Il se pencha en avant. Certaines guerres ne finissent pas. Certains ennemis n'oublient pas, ce n'est pas suffisant. La colère et le chagrin montèrent en eux, maman est morte et tu as juste réglé ton compte ou tu as choisi la guerre plutôt que nous. J'ai choisi le silence, corrigea Théil doucement, pour que tu puisses vivre sans regarder par-dessus ton épaule. Les larmes montèrent aux yeux de Maya. Eh bien, je regarde maintenant, et je ne m'arrêterai pas avant de tout savoir. En partant, aucun des deux ne remarqua le réceptionniste du motel au téléphone. Ce soir-là, une berline quelconque arriva en ville. Le chauffeur, un homme âgé en civil, s'enregistra à côté de la chambre de Maya. Le général Douglas Whitmore, se faisant passer pour un comptable à la retraite, jugea les procédures officielles trop lentes. Il tendit au gérant du motel une enveloppe cachetée pour le procureur Tran, plus $200, assurez-vous qu'elle reçoive cela en main propre demain matin. Dans le hall de la prison, un nouvel avocat, commis d'office, apparut. Les gardes lui firent signe de passer sans vérifier ses qualifications, une erreur fatale. Dans la salle d'interrogatoire, le faux avocat posa sa mallette sur la table. Monsieur Rowe, je suis ici pour discuter de votre affaire. Le visage d'Ellie resta impassible. Non, vous n'êtes pas là. L'homme esquissa un léger sourire. On pourrait peut-être parler en privé. Il fit un geste vers la caméra. Ils ne nous entendent pas, les yeux d'Ellie se plissèrent. Ils nous voient. Dommage, dit l'homme, la main glissée vers la mallette. La suite fut floue, la main d'Ellie se tendit brusquement, attrapa le poignet de l'intrus, puis se leva et lui frappa la tête contre la table. La mallette s'ouvrit, une seringue s'écrasant au sol. Les gardes firent irruption et trouvèrent Ellie assis, calme, le faux avocat gisait inconscient. Ce n'est pas un avocat, dit Ellie au shérif stupéfait. Vérifiez ses qualifications, et cette seringue. Tandis qu'ils emmenaient l'assassin potentiel, Ellie lança un avertissement calme, la prochaine fois, dites à vos hommes d'envoyer quelqu'un que je n'ai pas formé. À l'aube, l'enquête de Maya avait fait le buzz sur les chaînes d'information, des images de drones montraient la prison encerclée par des manifestants et des camions de presse. L'agent Banks fut placé en congé administratif, ses dérobades devant la caméra alimentant les soupçons. Dans son bureau, la procureure Tran rédigea une motion d'urgence. Son assistante Rachel avertit, un blackout médiatique total, la presse va péter un câble. Tran continua de taper, cette affaire a des implications sécuritaires que je ne peux ignorer. Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe de Whitmore. Les documents confirmaient l'habilitation d'Ellie et faisaient allusion à des opérations en Sierra Leone et en Afghanistan, suffisamment pour la convaincre que cette affaire dépassait largement les compétences locales.
Nous avons besoin d'une sécurité renforcée pour l'audience, dit-elle à Rachel. Après cette tentative d'assassinat, je ne prends aucun risque. Cet après-midi-là, dans une salle de conférence sécurisée d'un hôtel, le général Whitmore rencontra Tran sous haute surveillance. « Merci de m'avoir reçu, dit-il. J'apprécie votre discrétion. Vos documents étaient convaincants, répondit-elle. Mais j'ai besoin de plus. Que s'est-il réellement passé en Sierra Leone? Le visage de Whitmore se crispa. Il étala des photos, villages détruits, enfants présentant d'étranges symptômes, fosses communes. Officiellement, une mission antiterroriste. Officieusement, un essai sur le terrain d'armes biologiques. Le sergent Rowe avait été envoyé pour éliminer un chef de guerre nommé Ibrahim Sanji et extraire nos agents. Mais il a découvert que des civils étaient utilisés comme cobayes. Il a quitté la mission. Sa voix exprimait un respect réticent. Il a évacué à lui seul 47 personnes sous un feu nourri, puis a disparu pendant 3 mois. Lorsqu'il a refait surface, il a apporté des preuves impliquant de hauts fonctionnaires et des entrepreneurs privés, dont le colonel Klein. Klein, expliqua Whitmore, dirigeait le programme d'armement. Les preuves de Rowe auraient pu mettre fin à des carrières, voire envoyer des hommes en prison, il y avait donc eu dissimulation. Rowe avait le choix, garder le silence et obtenir une libération honorable, ou être accusé de trahison. Il a choisi le silence pour protéger sa famille. Whitmore se pencha, « Mademoiselle Tran, nous devons le protéger jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée. Des gens sont encore prêts à tuer pour que cela reste secret. » Ce soir-là, l'inspecteur Dupri a visionné des heures d'images de vidéosurveillance des commerces avoisinants. Chez Thomson & Hardware, il a trouvé un angle de caméra clair filmant l'arrestation dans son intégralité. La vidéo montrait Ellie calmement désamorcer la situation, protégeant un vétéran sans abri et obéissant jusqu'à l'ordre inexplicable de s'allonger au sol. « Compris », a murmuré Dupri en copiant le fichier. Quelques heures plus tard, la vidéo était en ligne, attisant encore davantage l'indignation du public. Pendant ce temps, Maya a fait appel à son ex-petit ami, le pirate informatique Luke Thompson, pour percer les pare-feux scellés du Pentagone. C'est un territoire de criminalité fédérale grave des violations de la loi sur l'espionnage, a averti Luke tandis que défilaient des lignes de texte chiffrées. Je connais les risques, a répondu Maya. La vie de mon père et de nombreuses carrières prestigieuses sont en jeu, Luke a sifflé doucement. Sacré Maya, ça va très loin. Les documents divulgués ont confirmé tout ce qu'il craignait, la Sierra Leone était un terrain d'essai, des villageois africains avaient été utilisés comme sujets involontaires, et les rapports du colonel Klein vantaient une létalité optimale dans la population génétique spécifiée. Le matin de l'audience d'urgence, le palais de justice était une véritable forteresse, manifestants, caméras, gardes armés. Dans la petite salle d'audience, Ellie fut conduit, toujours menotté. Le procureur adjoint Wilson commença, « Votre honneur, si nous reconnaissons des incohérences dans l'arrestation, nous avons de sérieuses inquiétudes quant à la stabilité mentale de l'accusé. » Objection, s'exclama l'avocat d'Ellie. Ces soi-disant rapports sont apparus du jour au lendemain, sans aucune source vérifiable. Ce sont des inventions. Depuis la tribune, Maya se leva. « Votre honneur, j'ai des preuves qui contredisent directement les allégations de l'accusation. » Le juge frappa du marteau. « Madame Rowe, vous n'êtes pas reconnue. » Maya brandit des documents du département de la Défense. « Il prouve que mon père suivait les ordres dans le cadre d'une opération secrète. » « Huissier, faites-la sortir, » lança le juge d'un ton sec, mais les portes du tribunal s'ouvrirent avant que quiconque puisse bouger. Une grande silhouette s'avançait dans l'allée centrale en grand uniforme, 4 étoiles brillaient sur ses épaules. Les appareils photo clignotaient malgré l'interdiction. « Votre honneur, » la voix du général Whitmore résonna dans le silence, « je demande l'autorisation de m'adresser à cette cour pour des questions de sécurité nationale. » Le juge, momentanément muet, échangea des murmures pressants avec ses procureurs, puis acquiesça à contre-cœur. Whitmore se retourna, attirant l'attention. « Le sergent-chef Eliaro a servi sous mes ordres pendant 7 ans. Durant cette période, il a mené à bien 14 opérations secrètes, tout hautement confidentielles, et ses actions ont directement empêché de nombreux complots terroristes d'atteindre le sol américain. » Le silence était total dans la salle d'audience. En 2009, le sergent Rowe fut déployé en Sierra Leone dans le cadre de l'opération Black Echo, mais ses objectifs furent dépassés lorsqu'il découvrit que des civils étaient utilisés comme cobayes pour des armes expérimentales. Plutôt que d'obéir aux ordres d'éliminer les témoins, il choisit de sauver des vies innocentes au péril de sa vie.
Whitmore se tourna vers Ellie. Ses actions représentaient les idéaux les plus élevés de notre armée, même lorsque ses supérieurs ne parvenaient pas à les respecter. Dans son bureau surplombant le Ptoïque, le colonel Klein regardait la retransmission en direct avec une rage grandissante. Son récit soigneusement construit se dévoilait à la télévision nationale. Il appuya sur l'interphone. « Organisez-moi une conférence de presse immédiatement et contactez nos équipes médias. Je veux que les capacités mentales du général Whitmore soient interrogées sur toutes les chaînes. » Moins d'une heure plus tard, Klein se tenait devant une presse rassemblée à la hâte. « Cela me peine de dire cela à propos d'un officier décoré, commença-t-il, mais le déclin cognitif du général Whitmore est préoccupant depuis un certain temps. Ces déclarations d'aujourd'hui sont une invention troublante, peut-être due à des problèmes de mémoire, peut-être à une intention plus délibérée. » Tandis que les journalistes lançaient des questions, Klein continua d'un ton posé. « J'ai travaillé avec le sergent Rowe. Bien que son service fût louable, ses évaluations psychologiques post-déploiement ont révélé des tendances inquiétantes à la paranoïa et à la fabulation. Ce sont des conséquences courantes, mais tragiques, du stress du combat. » De retour au tribunal, le témoignage de Whitmore était terminé. Le juge, visiblement en proie à un conflit d'intérêts, a demandé une brève suspension d'audience pour examiner les circonstances extraordinaires. À la reprise de l'audience, il a annoncé sa décision, compte tenu des nouveaux éléments de preuve et témoignages, le tribunal n'a d'autre choix que d'abandonner toutes les accusations locales contre M. Rowe. Il doit être libéré immédiatement. Des acclamations ont retenti dans la galerie lorsque Maya s'est précipitée vers lui tandis que les policiers retiraient les menottes d'Ellie. Pour la première fois depuis des années, le père et la fille se sont enlacés. La fête fut de courte durée. Au moment où ils s'apprêtaient à partir, deux hommes en costume sombre entrèrent par une porte latérale. « Elia Rowe » cria l'un d'eux. « Agents fédéraux. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour divulgation non autorisée d'informations classifiées en violation de la loi sur l'espionnage, » hurla Maya tandis que les agents s'avançaient avec de nouvelles menottes. Whitmore frappa du poing la table de la défense, le visage crispé par la fureur. « C'est scandaleux, hurla-t-il. J'appelle le secrétaire à la défense. » Mais les agents fédéraux lisaient déjà ses droits à Ellie. Son visage ne trahissait rien, ni surprise, ni peur, comme s'il s'y était attendu depuis le début. « Papa » cria Maya tandis qu'il l'emmenait. « Ce n'est pas fini. Je te le promets. » Ellie se retourna et croisa son regard. Pour la première fois, Maya vit quelque chose au-delà de son stoïcisme habituel, une lueur de fierté, peut-être même d'espoir. Alors que le chaos régnait dans la salle d'audience, JD saisit Maya par le bras. Il l'emmène dans un centre de détention fédéral. Mais ce n'est que le début. « De quoi » demanda-t-elle en regardant son père disparaître par la porte. « Du vrai combat » répondit JD d'un ton sombre. Ils viennent de commettre leur plus grosse erreur. Maintenant, tout le monde regarde. Dehors, des hélicoptères d'information tournoyaient au-dessus du palais de justice, diffusant la scène à une nation soudain captivée par l'histoire d'un héros silencieux et les preuves grandissantes d'un complot atteignant les plus hautes sphères du pouvoir. Le centre de détention fédéral connu sous le nom de Station Gray n'existait sur aucune carte officielle. Situé dans une région désertique classée zone d'essai militaire restreinte, cet établissement était spécialisé dans l'hébergement d'individus considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Ses murs couleur ardoise se dressaient au milieu du paysage aride telle une forteresse dénuée de tout marquage et de toute identification. C'est là qu'ils ont emmené Elia Rowe. Le véhicule a franchi 3 points de contrôle avant d'atteindre l'entrée principale. Ellie était assis en silence, les poignets et les chevilles enchaînés, tandis que des gardes armés le transféraient dans une zone de traitement stérile. Prisonnier 0547, a annoncé une femme au visage sévère, vêtue d'un uniforme banalisé. Sous haute sécurité, ils l'ont déshabillé, décontaminé, lui ont donné une combinaison grise sans un signe et l'ont fait traverser un labyrinthe de couloirs identiques. Sa nouvelle cellule mesurait 2,40 mètres sur 3, avec un lit simple boulonné au sol, des toilettes en inox et une caméra à chaque coin. Pas de fenêtre, pas d'horloge ou aucun moyen de marquer le temps qui passe. À Washington, le général Whitmore arpentait les couloirs du Pentagone, son assistant peinant à suivre le rythme. « Appelez-moi le secrétaire Walsh », a-t-il exigé en entrant dans son bureau. « Et découvrez qui a autorisé ce mandat fédéral. » « Monsieur », répondit l'assistant avec hésitation, « le bureau du secrétaire dit qu'il n'est pas disponible dans un avenir prévisible. » « Indisponible ?» La voix de Whitmore se réduisit à un murmure dangereux. «
Un marine décoré a été blacklisté sur un site qui n'existe officiellement pas, et le secrétaire à la défense est injoignable? Il y a autre chose, monsieur, dit l'assistant en lui tendant une tablette sécurisée. Le visage de Whitmore s'assombrit à la lecture, les chefs d'état-major lui suggéraient de prendre une retraite immédiate pour raisons de santé et personnelles, et une conférence de presse était prévue pour le lendemain. Pourquoi pas, gronda-t-il en claquant la tablette sur son bureau. Alors qu'il tendait la main vers le téléphone, sa ligne privée sonna. L'indicatif indiquait un préfixe du département de la sécurité intérieure. Whitmore, répondit-il sèchement. Général, dit une voix douce. Ici le directeur Phillips du comité de surveillance du renseignement. Je vous appelle pour vous conseiller vivement de mettre un terme à votre croisade personnelle contre le sergent Rowe. Est-ce une menace, directeur? C'est un rappel que vous avez consacré votre vie à servir ce pays. Ne sacrifiez pas cet héritage pour un seul homme, surtout un homme au passé complexe. Prenez votre retraite. Profitez de vos petits-enfants. La ligne fut coupée avant que Whitmore puisse répondre. À Atlanta, Maya était assise dans son appartement vide, entourée de tasses à café jetées et de notes éparpillées. 3 jours s'étaient écoulés depuis la 2e arrestation de son père, et elle n'avait rencontré que des obstacles. Son rédacteur en chef l'avait retiré du sujet en raison de son implication personnelle, ses appels aux agences fédérales étaient restés sans réponse. Même ses sources les plus fiables étaient restées muettes. Son téléphone sonna, affichant le numéro de JD. Quelque chose, demanda-t-elle aussitôt. Rien de bon, répondit JD. Ton père n'est dans aucun établissement fédéral auquel j'ai accès. C'est comme s'il avait disparu. C'est impossible. Dites ça à ceux qui l'ont enlevé, dit JD après une pause. J'ai reçu la visite aujourd'hui, 2 hommes en costume, sans papier d'identité. Ils savaient tout de moi, mon prêt immobilier, l'adresse de mon ex-femme, l'école de mon fils. Ils n'ont pas proféré de menaces directes, mais le message était clair. Maya ferma les yeux. Je suis désolé, JD. Ne le sois pas. Ça me dit qu'on est sur une piste sérieuse. Sa voix baissa. J'ai trouvé autre chose, une lettre que ton père a laissée avec ses effets personnels à la prison du comté. Elle t'est adressée. Qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas, je suis en train de le regarder. C'est scellé. Tu veux que je l'ouvre? Non, répondit Maya rapidement. Je viendrai ce soir. 3 heures plus tard, Maya était assise dans la voiture de JD, devant un restaurant ouvert 24h24, l'enveloppe tremblant dans ses mains. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec une seule ligne de texte. Quand le système est brisé, ne mendiez pas briser le silence. Sous les mots se trouvait une série de chiffres qui n'avaient aucun sens immédiat. Des coordonnées, suggéra JD. Peut-être, murmura Maya. Ou un code, ou des numéros de compte. On a besoin d'aide pour déchiffrer ça. Quelle est ta prochaine étape? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse naviguer dans des systèmes auxquels la plupart des gens n'ont pas accès. JD hésita. Je connais peut-être quelqu'un, mais elle n'est pas donnée et elle ne respecte pas vraiment les règles de la légalité. À ce stade, j'accepterai toute l'aide possible. Le lendemain, ils rencontrèrent Zuri Washington dans un café à quelques villes de là. Cheveux coupés courts, multiples piercings aux oreilles et une intelligence rayonnante dans son regard perçant, elle examina Maya avec un scepticisme évident. Alors tu veux que je pirate les systèmes fédéraux pour retrouver ton père disparu? Les doigts de Zuri ne cessaient de bouger sur son ordinateur portable. Cela représente environ une douzaine d'infractions fédérales avant le petit déjeuner, a remarqué Zuri d'un ton sec. Je peux payer, commença Maya, mais Zuri la coupa. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de risque. La dernière fois que j'ai aidé le gouvernement, ils ont essayé de me jeter en prison. Si je suis libre, c'est uniquement parce que j'ai des polices d'assurance ou des dossiers qui seraient automatiquement rendus publics en cas de disparition. Ce n'est pas pour le gouvernement, insista Maya. C'est contre eux, ou du moins contre ceux qui abusent de leur pouvoir en son sein. Zuri marqua une pause. C'est quoi le nom de l'opération, déjà? Écho noir. Le visage de Zuri s'éclaira de reconnaissance. Il y a des années, les services de renseignement de l'armée m'ont engagé pour sécuriser les communications d'un projet dont le nom de code était Echo. Ils ont payé le triple de mon tarif normal pour un chiffrement 3 fois supérieur. Voulez-vous nous aider? Zuri a étudié Maya, puis JD,
avant de poser une seule condition, documentation d'immunité complète pour toute indiscrétion passée, signée par une personne ayant une autorité réelle. JD hocha lentement la tête. Je crois savoir qui pourrait être intéressé. À la station Gray, Ellie était assis, immobile, sur son lit lorsque la porte de la cellule s'ouvrit. Une femme entra, mince, élégante, les cheveux gris acier tirés en un chignon serré. Ses yeux étaient couleur de glace. « Sergent Rowe », dit-elle en plaçant l'unique chaise de la pièce devant lui. « Je suis l'agent Ruth Mercer. Je vais procéder à votre évaluation. » Ellie n'a rien dit. « Vous avez déjà vécu cela », poursuivit Mercer en ouvrant un dossier. « Procédure standard pour les actifs compromis. » Toujours le silence. « Vous êtes une véritable légende dans les milieux du renseignement », dit-elle sur le ton de la conversation. Le sniper fantôme, 14 opérations d'infiltration confirmées, plus de 60 éliminations confirmées, un palmarès impeccable, jusqu'à la Sierra Leone. Les yeux d'Ellie clignèrent imperceptiblement. « Tu savais que mon frère était là » demanda-t-il doucement. « Jason Mercer, agent de terrain », répondit Mercer en se penchant brusquement. « Il est mort lorsque l'équipe d'extraction que vous avez abandonnée a été prise en embuscade. » « Il n'y avait pas d'équipe d'extraction, » dit Ellie, la voix rauque à cause du manque d'utilisation. Le sourire de Mercer s'évanouit. « Bien sûr qu'il y en avait. Tu étais trop occupé à jouer les héros pour les attendre. Ton frère n'était pas en Sierra Leone. »« Tu ne sais rien de mon frère, » rétorqua Ellie. Un éclair d'incertitude traversa son visage avant qu'elle ne se reprenne. Elle sortit de sa mallette un petit magnétophone numérique. « Cela te rafraîchira peut-être la mémoire. » Elle appuya sur lecture. Des cris emplissaient la cellule, des femmes, des enfants, des coups de feu. « Vous vous souvenez d'eux ? Ceux que vous n'avez pas pu sauver, » demanda Mercer froidement. Le visage d'Ellie resta impassible, mais un muscle de sa mâchoire se contracta presque imperceptiblement. Puis elle passa un autre enregistrement, la voix paniquée d'une femme appelant à l'aide, la voix de Maya. Ellie se pencha brusquement en avant, le regard soudain hagard. Mercer interrompit l'enregistrement. « Ne vous inquiétez pas. Votre fille va bien pour l'instant, ce n'était qu'une simulation. Mais c'est intéressant de voir à quelle vitesse vous réagissez à certains stimuli, non ?» Ellie se rassit, son moment d'incontrôlabilité disparut, mais quelque chose avait changé. Derrière ses yeux, une tempête se préparait. Pendant ce temps, Zuri avait installé ses opérations dans une cabine louée, hors de portée du réseau cellulaire. Entourée de matériel informatique, elle travaillait avec une intensité concentrée, tandis que Maya et JD lui apportaient leur soutien. « Les systèmes fédéraux sont un cauchemar », murmura Zuri, les doigts volant sur plusieurs claviers. « Mais tout le monde laisse des traces, même les opérations secrètes. » Après 36 heures de travail, elle poussa un cri de victoire. « J'ai trouvé quelque chose. » Ordre de transport vers une installation appelée Station Gray. Les coordonnées correspondaient à un site d'essais environnementaux dans le Nevada. « C'est là qu'ils le retiennent », dit Maya. Zuri a affiché des images satellites. Mauvaise nouvelle, cet endroit est un Fort Knox surpuissant, triple périmètre de sécurité, brouilleur de signaux, une équipe d'intervention tactique complète sur place 24h24 et 7j7. Nous ne pouvons donc pas le faire sortir, dit JD d'un ton sombre. Pas sans armée, confirma Zuri. Maya fixait les images. Alors il faut le rendre si toxique qu'il soit obligé de le libérer. De retour à la station Gray, Ellie était allongée sur son lit, les yeux rivés au plafond. Des jours d'isolement, de manque de sommeil et de pression psychologique avaient laissé des traces. Dans l'obscurité de sa cellule, des ombres se déplaçaient et se fondaient en silhouette de son passé, des hommes qu'il avait tués, des femmes qu'il n'avait pas sauvées, des enfants pris entre deux feux et un visage en particulier, celui d'une jeune fille sierra-léonaise, âgée de 14 ans à peine, serrant un fusil presque aussi grand qu'elle. Dans son hallucination, elle s'approcha de son lit, le regard noir interrogateur. « Pourquoi m'as-tu laissé partir ? Pourquoi as-tu désobéi ?» Ellie ferma les yeux, mais les visions continuèrent. « Tu étais un enfant », murmura-t-il à la pièce vide. « Juste un enfant. » Dans son esprit, il était de retour dans son camp en Sierra Leone. Sa mission, éliminer le seigneur de guerre Kosa et tous ses lieutenants, y compris ses soldats adolescents. Mais lorsqu'Ellie pointa son fusil sur la jeune fille, la dernière survivante de son assaut, il ne put appuyer sur la détente. Au lieu de cela, il baissa son arme, lui donna de l'eau et lui ordonna de courir. Ce choix avait tout changé.
il l'avait conduit à découvrir le centre d'essai, les 6 civils, les scientifiques américains observant des gens mourir à cause d'armes biologiques expérimentales. Dans son délire, Ellie se mit à gratter le mur avec ses ongles, laissant des traces de sang tandis qu'il gravait une série de coordonnées, l'emplacement d'une fosse commune contenant des preuves que les équipes de nettoyage avaient manquées. Des preuves qui pourraient encore faire tomber les responsables de Black Echo, si seulement quelqu'un savait où chercher. À Washington, Maya avait organisé une rencontre avec le colonel Glenn sous prétexte d'une interview exclusive. Un enregistreur caché était allumé et elle s'était assise en face de lui dans un restaurant chic. « C'est vraiment dommage que la santé du général Whitmore décline, » dit Glenn d'un ton calme. La démence précoce est terrible. Est-ce la version officielle maintenant? Maya garda un ton professionnel malgré son dégoût. C'est la vérité, Madame Rowe, répondit Glenn. Tout comme il est vrai que votre père, bien qu'héroïque à bien des égards, a subi un grave traumatisme psychologique pendant son service. Intéressant, dit Maya. J'ai interviewé 7 membres de son unité, et ils l'ont tous décrit comme le soldat le plus stable et le plus discipliné qu'ils aient jamais servi. Le sourire de Glenn resta figé. Le combat affecte chaque personne de manière différente, souvent des années plus tard, comme en Sierra Leone pendant l'opération Black Echo. Une pointe de tension traversa son visage avant qu'il ne se calme. Je ne connais pas le nom de cette opération. Vraiment, insista Maya. Parce que j'ai des documents portant votre signature autorisant le déploiement d'armes biologiques expérimentales contre des populations civiles. Glenn ricana, mais ses jointures blanchirent autour de son verre d'eau. C'est absurde? Et Amarin Guruvu, ce nom te dit quelque chose? Son visage perdit toute couleur. Il se leva brusquement. Cet entretien est terminé. Mon bureau vous contactera au sujet de ces accusations calomnieuses. En s'éloignant, Maya comprit qu'elle avait trouvé la perle rare. La réaction de Glenn confirma tout. Utilisant ses relations journalistiques, elle se mit à la recherche d'un dénommé Amarin Guruvu qui aurait pu survivre à l'opération en Sierra Leone. 3 jours plus tard, elle a trouvé un partenaire, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme travaillant à la Cour pénale internationale, originaire de Sierra Leone. Zuri, quant à elle, avait réalisé ce qu'elle appelait « le plus beau piratage » de sa carrière, une intrusion chirurgicale dans le système de communication en direct du Pentagone qui a capturé 45 secondes d'une visioconférence cryptée. Il a fallu des jours pour décrypter les images, a expliqué Zuri en montrant les images à Maya et JD, mais ce qu'elles ont révélé change tout. Ils ne se contentaient pas de tester des armes biologiques, ils développaient des agents pathogènes ciblés sur des groupes ethniques, conçus pour affecter des marqueurs génétiques spécifiques, présents principalement dans certaines populations. Des crimes de guerre, a déclaré JD sans embâche. Pire encore, ajouta Zuri, la préparation au génocide. Elle désigna un visage familier dans la vidéo. Et regardez qui présente l'efficacité des tests sur le terrain, Glenn, juste là, à Station Gray. L'état d'Ellie s'est détérioré au cours d'un interrogatoire particulièrement intense. Il s'est effondré, son corps cédant enfin après des jours de résistance. Le médecin de l'établissement, effectuant un examen de routine, fronça les sourcils. Cet homme présente de multiples blessures cicatrisées compatibles avec un traumatisme sur le champ de bataille, côte cassée et refracturée au moins 3 fois, traces de blessures par éclat d'obus dans le dos, fracture de stress aux 2 jambes compatibles avec des marches forcées sous lourde charge. Quel est votre point? Demanda froidement Mercé. Ce que je veux dire, c'est que cela concorde avec ses états de service, et non avec une histoire inventée de toutes pièces. Ces blessures témoignent d'une histoire de service et de souffrance extraordinaire. Mercé a congédié le médecin, mais ses propos ont semé le doute. Ce soir-là, elle a examiné le témoignage vidéo de Foster et l'a comparé aux rapports officiels, les divergences étaient trop importantes pour être ignorées. Lorsqu'elle a permis à Ellie de regarder un reportage montrant Maya et Amarin Guruvu annonçant une conférence de presse, elle a observé quelque chose d'inattendu, une seule larme parcourant son visage stoïque. « Votre femme est morte pendant votre déploiement, n'est-ce pas ?» demanda doucement Mercé. Ellie hocha la tête. « Et tu ne t'es jamais pardonné de ne pas avoir été là. »« J'ai suivi les ordres, je servais mon pays, » a-t-il murmuré. Tandis qu'ils vous utilisaient à leur propre fin, Mercé dit en se levant brusquement, « Reposez-vous, sergent. Demain sera difficile. » Dans son complexe sécurisé près de Washington, Glenn observait l'annonce de la conférence de presse avec une panique grandissante. Maya se tenait aux côtés d'Amarin Guruvu, l'incarnation même de sa plus grande erreur, menaçait tout ce qu'il avait construit.
Neutralisez le problème, ordonna-t-il à son chef de la sécurité. Faites en sorte que cela ressemble à un accident de transport. Monsieur, l'attention des médias est intense en ce moment, a averti son chef de la sécurité. Je m'en fiche. C'est fini maintenant.